Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. L'émission d'aujourd'hui est un peu différente, un peu spéciale, puisque je l'intitule Haïti, les ressources naturelles et les enjeux géopolitiques. J'espère que cette émission vous sera utile et inspirante. La question des richesses naturelles d'Haïti relève parfois du mythe, du fantasme ou de l'exagération. Il faut bien le savoir, nous sommes un peuple qui a tendance à exagérer. Sur Haïti Culture et Perspective, nous essayons de démêler le vrai du faux. Nous tentons d'être objectifs. Souvent teinté de pays le plus pauvre de l'hémisphère, et si Haïti possédait les ressources nécessaires à son propre développement, à la manière de certains pays du Golfe Persique, membres de l'OPEP, qui ont développé leurs infrastructures grâce à la manne pétrolière et la vision de leurs dirigeants. Car il faut bien les deux, les richesses naturelles et la volonté d'une élite dirigeante de faire avancer son pays. Démêler le vrai du faux nous permet dès lors de comprendre les enjeux géopolitiques, la volonté des forces occultes qui tirent les ficelles de la situation haïtienne, le comportement de l'élite, l'ingérence étrangère, etc. Démêler le vrai du faux signifie comprendre et aider à comprendre afin d'agir. Et si Haïti tenait les clés de son propre destin? À chaque fois qu'on évoque les richesses naturelles haïtiennes, presque automatiquement, des voix se lèvent pour démentir les rumeurs autour de cette question. Comme s'il y avait une volonté manifeste de jeter le voile sur ces informations. Aujourd'hui, je vous préviens déjà, la question des richesses du sous-sol haïtien est une question taboue. Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, nous dit-on si souvent. Une façon de noyer le poisson, une façon de justifier le silence international, une façon de se dédouaner des explications objectives aux difficultés auxquelles le pays fait face. Une façon de provoquer du désintérêt pour ce pays et de se réfugier dans des bondieuseries et des lamentations, alors que de ce déséquilibre macroéconomique dépend le sort de millions de vies humaines. Et si c'était tout simplement une façon d'éloigner le peuple de la richesse de son sous-sol? Sur Haïti Culture et Perspective, nous n'aimons pas les supputations, nous préférons les faits, les réalités objectives aux bondieuseries. Quelle est la force juridique du code minier haïtien? Est-ce pour le déverrouiller que la communauté internationale tient tant à garder au pouvoir la classe politique haïtienne actuelle? Y a-t-il de l'or noir en Haïti? Dans les diasporas haïtiennes, cette question anime les débats et les séances de pot entre potes. Les soupçons d'existence d'hydrocarbures sur la terre d'Haïti remontent à la fin des années 30. Selon un article du site Challenge News, la société américaine Atlantic Refining Company, Atreco, a entrepris des recherches d'hydrocarbures en Haïti de 1939 à 1947. La société canadienne Commonwealth Oil Company a repris les recherches de 1950 à 1959. Puis, ce fut le tour de la Crookes International Limited de reprendre le flambeau de 1976 à 1977. Les sociétés Wendell Phillips Oil Company,
IDK et Anschutz Overseas Corporation ont à leur tour effectué des relevés de terrain à ce même effet. Ce ne sont pas loin d'une demi-douzaine de multinationales qui se sont sérieusement intéressées aux rumeurs sur la richesse du sous-sol haïtien. Le gouvernement de Jean-Claude Duvalier va même jusqu'à établir des permis de prospection d'hydrocarbures par le décret du 8 mars 1976, par exemple. Les recherches ont été concentrées à la plaine du Cul-de-Sac, à l'Artibonite, à la plaine des Cailles, à la région du Cap-Haïtien, dans le plateau central, à l'île à Vache et à l'île de la Gonâve. Selon le journaliste Ralph Thomasin-Joseph, pas moins de 11 forages offshore en mer et onshore sur terre ont été effectués de 1939 à 1981. Ces travaux ont montré la présence d'huile et de gaz dans le sous-sol haïtien. Mais où sont passées ces huiles et ces gaz? Aujourd'hui, plus que jamais, la question fait débat. Deux grands acteurs font de ce dossier une affaire importante. Petrogaz Haïti, PGH, et Paret Petroleum. Après des travaux de recherche, Fred Elusma, directeur de la compagnie PGH, a ainsi déclaré en 2015. Les travaux présentent une certaine curiosité géologique qui demande des recherches en profondeur. Les échantillons prélevés disent qu'il y a une possibilité d'existence de pétrole. Ainsi, en 2015, un investissement de 81 millions de dollars a été effectué afin de procéder à l'exploitation de l'or noir sur une surface de 3000 km² grâce à 6 permis d'exploitation obtenus par la société Petrogaz Haïti. En ce qui a trait à Paret Petroleum, il obtenait un permis de 7 ans pour une exploitation de 7718 km² pour un potentiel de 3,7 milliards de barils de pétrole exploitables, 500 millions onshore et le reste offshore, et des millions de mètres cubes de gaz. Mais qui sont les PDG de ces entreprises? Quel est leur projet pour le développement d'Haïti? Ces questions demeurent fondamentales. À la même époque, un expert géologue trinidadien, Herbert Choukou, se montrait enthousiaste sur les possibilités d'existence d'hydrocarbures en Haïti. Il affirmait qu'il y avait de fortes chances d'existence de pétrole et de gaz naturel dans les zones du Pic Macaya, dans le massif de la Haute et à Namporcine, où des hydrocarbures légers ont été trouvés. Pourtant, le 6 janvier 2022, dans un article paru sur le site de Radio Métropole, on apprenait que l'ingénieur Claude Pepti, directeur du Bureau des mines et de l'énergie, le BME, avait démenti toutes les rumeurs de présence d'hydrocarbures dans le sous-sol haïtien et plus particulièrement le pétrole. Or, il faut bien comprendre que le Bureau des mines et de l'énergie, le BME, est un organisme fonctionnant sous tutelle du ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications. Donc c'est comme si le gouvernement dont on questionne la légitimité désamorçait lui-même ces rumeurs. Logique, non? D'autant que, 9 mois plus tard, les études menées par le Paret Petroleum indiquaient qu'il existe en Haïti un grand potentiel en pétrole et en gaz naturel. Le bassin du plateau central et ses roches sédimentaires présentent le plus grand intérêt pour les chasseurs de nouvelles sources d'hydrocarbures. Le PDG de Paret Petroleum précisait que ce sera l'une des plus grandes découvertes de la Caraïbe et présentait le chiffre de 80% d'exactitude sur la possibilité de présence de pétrole en Haïti. Et ce n'est pas tout. L'économiste William Savary, PDG de la Société haïtienne des valeurs mobilières, dans l'émission Le Point de Radio Métropole, disait que les Nations Unies, le département d'État américain et Oxfam
aurait des rapports probants sur l'existence de ces richesses en Haïti. Mais laissons la question de l'or noir et de ses fantasmes de côté et rappelons-nous que d'autres matières premières sont importantes pour le développement et pour le contrôle stratégique de l'économie mondiale. Et posons-nous une autre question. De quelle autre richesse naturelle la terre d'Haïti dispose-t-elle? Le Bureau des mines et de l'énergie a effectué des études et des recherches qui ont permis la mise en évidence d'énormes gisements d'or, d'argent, de cuivre, de bauxite, de carbonate de calcium, etc. en Haïti. Selon William Savary, il y aurait d'autres richesses dans le sous-sol haïtien. Le mercure, le magnésium, du marbre, du lignite. Selon les spécialistes, d'énormes gisements d'or se trouveraient dans les régions de Grand-Bois, dans le nord-ouest, Monbossa, département du Nord, et Trou du Nord, encore dans le département du Nord. Quant à la bauxite, elle est exploitée en Haïti depuis 1957 par la société américaine Reynolds Metals Inc. dans la région du plateau de Rochelois à Miragouane. Plusieurs millions de tonnes ont été exploitées par le groupe américain de 1957 jusqu'au milieu des années 80. Les minerais de cuivre ont été exploités par la société canadienne Cedran SA dans la région de Méné à Terre-Neuve, à 30 km au nord-ouest des Gonaïves, de 1960 à 1971. Et que dire de l'iridium? Selon plusieurs spécialistes, dont le docteur en économie du développement Henri Vixamar, Haïti est, après l'Afrique du Sud, le deuxième pays le plus riche en iridium au monde. L'iridium est un minerai qui rentre dans le processus de fabrication des fusées éclairantes, des navettes spatiales, des satellites, des pipelines en eau profonde, des missiles à tête nucléaire, des moteurs d'avion, des convertisseurs catalytiques, etc. On le retrouve aussi dans la fabrication des appareils médicaux et électroniques, des bougies d'allumage, des montres et des boussoles. Résistant aux températures extrêmes et à l'érosion, ce métal est fondamental pour le développement industriel moderne. L'iridium est vendu à 6 000 $ l'once, soit 12,5 grammes. Le département du sud-est haïtien serait riche en iridium, et plus particulièrement le village de Belloc, où l'iridium aurait été découvert déjà au début des années 90 par Alan Russell Hildebrand, un étudiant à l'université de l'Arizona. Il confia l'information à son directeur de thèse, William V. Boylton. Les deux hommes font apparaître les informations dans la presse scientifique et à la conférence géologique internationale. Vous comprenez donc la valeur stratégique d'un minerai tel que l'iridium à l'heure où la guerre à grande échelle refait surface dans la rhétorique des grandes nations, au moment où les budgets militaires explosent. Or, Haïti serait susceptible de fournir de l'iridium à la planète tout entière. Ainsi, par un simple principe macroéconomique de l'offre et de la demande, si cette quantité soupçonnée se trouvait réellement en Haïti, alors cela ferait de notre pays l'un des plus importants du monde. Encore une fois, cette information demeure difficile à confirmer, tant le secret entoure cette question dans le milieu des autorités haïtiennes. Quand vous évoquez ces choses-là, une partie de l'intelligentsia haïtienne balaie tout cela d'un revers de la main. Pourquoi refuser le débat? Et ceux qui consentent à en parler baissent automatiquement le ton de la voix. Aujourd'hui, ces minerais sont convoités par les grands de ce monde. Dans un contexte de transition énergétique, ils peuvent changer le cours de l'histoire dans une forme de révolution industrielle nouvelle. Il n'y a que les Haïtiens qui ignorent qu'Haïti est peut-être l'un des pays les plus importants du monde. Et qu'en est-il du code minier? Quelle est sa force? Quelle est sa fragilité? Dans quelle mesure ce dispositif juridique
peut-il assurer la protection des ressources naturelles haïtiennes? Admettez avec moi que tant sa force que sa faiblesse dépend de la volonté et de la compétence des autorités politiques haïtiennes. Haïti est pauvre, mais son sous-sol est riche. Des études plus poussées sont en cours pour établir l'étendue de cette richesse. Dès lors, il n'est pas étonnant de voir Haïti au milieu des stratégies des pays les plus importants de la planète. Par exemple, des puissances régionales qui visent une hégémonie plus globale. On sait que la Russie et la Turquie ont tenté de se rapprocher de Jovenel Moïse pour tenter de prendre pied dans ce pays que les Américains considèrent comme une chasse gardée. Un pays que les États-Unis ont par 2 fois occupé selon les principes de la doctrine de Monroe qui proclame que l'Amérique appartient aux Américains. Avec la crise ukrainienne et l'embargo sur les hydrocarbures russes, les pays industrialisés cherchent des alternatives. Les États du Golfe deviennent des stars. Ce n'est pas un hasard que les grands événements sportifs prennent place en Arabie Saoudite ou au Qatar. Même le Venezuela reçoit des délégations prêtes à négocier les prix de son pétrole. Et si Haïti était le nouvel Eldorado géologique du monde? Et donc, un pion important pour les enjeux stratégiques et économiques à venir. Aujourd'hui, une menace d'intervention militaire au prétexte de la mise hors d'état de nuire des gangs pèse sur Haïti. Et si tout cela était finalement écrit dans les petits papiers des grandes chancelleries du monde? Je voudrais terminer par l'exclamation d'un poète que j'ai déjà présenté sur cette chaîne, Anthony Feld, qui dit dans Mon pays que voici, ce recueil écrit dans les années 60, ceci. Ô mon pays, je t'aime comme un être de chair, et je sais ta souffrance, et je vois ta misère. Et me demande, la rage au cœur, quelle main a tracé sur le registre des nations une petite étoile à côté de ton nom. Voilà, tout est dit. Vous ne trouvez pas? Ceux qui n'aiment pas la poésie ignorent peut-être qu'ils n'aiment pas les explications de la vie. Car comme disait le grand psychanalyste allemand Sigmund Freud, partout où je suis allé, un poète était allé avant moi. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée aux ressources naturelles d'Haïti et les enjeux géopolitiques qui nous concernent. Année extrêmement importante pour Haïti, cette année 2023. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit pour vous, je vous le rappelle. Alors que pour moi, c'est extrêmement déterminant puisque ça me permet d'exister sur la toile de YouTube. N'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.